Bonjour, bienvenue à Zigzag Café. On démarre dans une nouvelle semaine et vous allez voir, c'est une semaine, bon presque chaque fois d'ailleurs, hein, on essaye de se donner de la peine de réaliser ce vieux rêve, mais c'est chaque fois un parcours de vie. Et le parcours de vie de Gérald Métro, c'est un parcours tout à fait extraordinaire. Avec Jacques Briot tout à l'heure et avec tous nos invités, on va avoir l'occasion de vous en parler. Un accident au début de la vie et puis finalement on se retrouve en plein dans la vie, vivant le sport, vivant une vie d'homme à plein. Et c'est un moment tout à fait exceptionnel. On vous remercie d'ailleurs d'être sur le plateau. Et avant toute chose, on a aussi une autre bonne nouvelle. Hein. Je vous rappelle, chaque semaine, nous suivons Dominique Vavre et le Vendée Globe. Alors, Dominique qui a passé le Cap Horn, il y a de cela à peu près 2 heures. J'ai l'impression que Dominique nous entend. Vous nous entendez, Dominique ? Oui, impeccable. J'ai presque l'impression d'être dans le studio à Genève. Oui, alors écoute, on est très content d'abord, on va l'applaudir, hein, parce que passer le Cap Horn, c'est pas évident. Bon, on sait que ta nuit a été assez difficile, je crois. Oui, tout à fait. J'ai eu une nuit très pénible parce qu'il y a une dépression m'est passée dessus. Le centre de la dépression m'est passé dessus. Ça m'a donné des vents erratiques, violents, en grains, qui montaient, qui descendaient, de face, de dos. Et j'ai passé ma nuit à manœuvrer en fait sous une pluie glaciale. Et je dois t'avouer que je suis assez fatigué. Oui, alors maintenant c'est une deuxième partie de la course qui s'ouvre pour toi. Oui, on peut dire ça en fait. Maintenant, les choses les plus dangereuses ou les plus délicates sont derrière, en termes de marins, en termes de risques, c'est-à-dire que les 40e et les 50e, j'en suis sorti par la grande porte de sortie du Cap Horn. Maintenant, c'est une remontée de l'Atlantique qui s'amorce, qui devrait être, disons, plus tranquille, plus tactique, plus régatière. C'est plus le coureur qui va s'exprimer que le marin. Et actuellement, tu es dans quelles conditions ? Actuellement, je suis en 6e position, environ 200 000 derrière Thomas Coville et Roland Jourdain, Bilou. Il y a beaucoup de choses peuvent se passer point de vue météo. Jusqu'à maintenant, elle a été assez peu favorable aux bateaux de derrière. J'espère que les choses vont s'inverser. Actuellement, je marche fort. Je suis à 15-16 nœuds de moyenne entre le Cap Horn et l'île des États. C'est en fait en contournant l'île des États et ensuite sur les Malouines qu'on sort vraiment complètement des 40e et des 50e registres. Alors écoute Dominique, on se donne rendez-vous jeudi. Merci d'avoir trouvé encore du temps parce que je crois que tu es un peu sollicité. Tu es un peu sollicité actuellement. Je suppose qu'on te téléphone beaucoup. Oui. Un petit peu, mais c'est normal. Tu sais, d'un côté, je suis assez euphorique d'avoir enfin réussi à passer ce caillou mythique et d'avoir inscrit mon nom dans l'histoire des marins qui sont passés par là. Et puis, je pense que c'est tout à fait normal que je fasse participer aux gens au plaisir que je peux avoir de franchir ce cap. Il paraît que tu as fêté ça avec une tasse de café. Oui, c'est exact. On sait tout j'en ai ici, offert hein. la moitié à Neptune et puis j'en ai bu l'autre. Bien, merci. Allez, à jeudi. Hein. Gérald Métro, ça vous fait rêver, ça, Gérald Métro, ce genre d'exploit ? Moi, j'adore être sur l'eau et j'adore faire du bateau. Ouais. Donc, ça me fait rêver. Je ne sais pas si j'aurais la capacité de le faire en solitaire, mais en équipe, oui, pourquoi pas. Bien sûr. Et des gens qui partent en solitaire, sans escale, sans assistance, autour du monde, c'est quand même quelque chose d'assez fort. Hein. Ouais, moi, je ferais plutôt avec assistance, mais avec des copains. Bien sûr, bien sûr. Un choix. Alors, bon, on va entrer. Un livre vient de paraître. Il est signé Jacques Briot, Soudain un train. On va vous proposer une première séquence. Cette première séquence va vous permettre de découvrir qui est Gérard Métro. Je précise que sa sœur, Christiane, est à côté de nous, que Pierre Ménaud est là. Lui représente le monde des cheminots, on verra tout à l'heure. Marthe Grenon est là aussi pour nous parler de ce qui s'est produit. Jacques Briot est là, naturellement, parce que il est l'auteur du livre. Vous avez collaboré ensemble sur ce récit. Mais si l'on vous demandait, et c'est ce qu'a fait Michel Châtelet, si l'on vous demandait de raconter ce qui s'est passé pour vous à 2 ans et demi, à 2 enfants, voilà comment vous le feriez. Quand j'étais tout petit, bien plus petit que vous, j'avais 2 ans et demi à peu près comme mon frère. À peu près, hein. Presque encore plus petit, ça veut dire que j'étais haut comme ça, à peu près. Un jour, c'était l'hiver, c'était comme maintenant, il faisait froid. C'était le 16 décembre, c'était comme hier à peu près. Enfin, c'était un jour d'hiver. Et puis, je m'amusais en tricycle devant la voie du train. Parce que mon papa, il était chef de gare à Saint-Branché. Et puis, je m'amusais sur la voie, puis j'ai pas vu quand le train partait.
Et puis j'ai passé dessous le train, et puis heureusement que le conducteur, il a vu, il a pu s'arrêter. Malheureusement, c'était un petit peu tard, et puis j'ai perdu mes jambes ce jour-là. Ça t'a fait mal? Si tu veux, j'ai pas tellement eu mal, j'ai même pas pleuré. Ça, c'est ce que m'ont dit mes parents. C'est que j'avais pas pleuré, puis j'avais pas perdu. J'étais pas tombé évanoui, si tu veux. Mais j'avais surtout l'impression que j'avais désobéi à ma maman, parce que j'avais pas écouté alors qu'elle nous disait toujours à mes sœurs et à mon frère que lorsqu'il y avait le train, il fallait pas aller s'amuser sur les voies du train parce que c'était dangereux. Puis moi, j'ai pas écouté. Tu devrais être fort à cache-cache. Ah ouais, ça c'est sûr, parce que tu sais pourquoi? Parce que je suis facile à cacher. Ouais, parce que t'es petit. Bah ouais, je peux me cacher dans un buffet. Comme ça, tu me trouves, on me trouve pas. Oui, j'ai toujours eu beaucoup de copains dans mon village parce qu'on était toujours tout un petit groupe ensemble. On faisait plein d'activités, on allait déjà à l'école ensemble, on jouait au ballon, on jouait au hockey, on faisait plein de choses. Ouais, mais j'ai plus de copines maintenant. Ah bon? C'est quand même une séquence extraordinaire. D'abord, la question cache-cache. Moi, je trouve ça étonnant. Pour les enfants, la première chose qui leur vient à l'idée, c'est toujours les choses pratiques. C'est-à-dire, souvent leur première question, c'est pas qu'est-ce que tu as eu comme accident, c'est tu fais comment pour aller aux toilettes, par exemple. Parce que eux, c'est aussi les choses pratiques. Et qu'est-ce qui les touche à cet âge-là? C'est les jeux, c'est comment tu fais pour jouer, comment tu fais pour attraper le ballon, comment tu fais pour... ou par exemple, comment tu fais pour faire la cuisine? Ça, c'est aussi une question, parce que tu n'es pas assez grand pour voir les plaques. C'est une question d'enfant. Finalement, ils sont moins compliqués que les adultes. Souvent, les adultes, ils sont plus gênés que leurs enfants de poser les vraies questions. Les enfants, eux, c'est pratique. Ils disent, voilà, qu'est-ce que tu as eu? Comment tu fais pour des choses pratiques? D'une fois qu'ils savent, eux, c'est OK, tu deviens leur camarade de jeu. Ils ont plus en tête des questions trop compliquées. Alors on revient, on va situer le cadre, on est à Sembrancher. Il y a d'ailleurs votre mère qui est là aussi, il y a votre autre frère qui est là, il manque une sœur. On est à Sembrancher, voilà, petite présentation. Le pays de Gérald est rude, beau, sauvage. La nature y impose ses pulsions. Ce pays vibre toujours, comme les avalanches qui descendent des sommets, dominant les vallées. De profondes entailles abritent des villages barrés d'ombre et de lumière. Ces clairs-obscurs chassent les tièdes et ne retiennent que les volontaires, les courageux, les forts. Alors avant que nous revenions au récit, moi j'aimerais que Jacques Briot vous disiez ce qui fait qu'il y a eu rencontre entre vous. Je vous rappelle que vous êtes journaliste, que vous êtes l'auteur du récit, vous y avez participé. Il aurait pu écrire son livre lui-même d'ailleurs, on peut se poser la question, non? Pourquoi? Je ne sais pas si ça aurait été... Je pense pas qu'il en ait eu fondamentalement le souhait de l'écrire lui-même. C'est un petit peu, j'imagine que l'exercice de miroir quand on a 35 ou 37 ans en disant mais je vais raconter moi ma vie et, parce que je la trouve singulière au point qu'elle valait la peine d'être racontée. Je pense que la modestie de Gérald aurait peut-être un petit peu souffert de ça. Et moi j'avais envie de le raconter. Il était d'accord que je la raconte, son histoire. Et alors Sembrancher là-dedans, comment vous êtes-vous rencontrés? Alors, au début, il n'y a aucun rapport, parce que moi, je viens de Fribourg, et lui, il vient de Sembrancher. Justement, quelle distance? Des montagnes, on ne savait pas. Mais comme seulement, justement, les montagnes ne se rencontrent pas, nous, on s'est rencontrés à la radio suisse romande, où il était journaliste, et puis je l'étais aussi, mais c'est pas là qu'on s'est vraiment rencontrés. On s'est rencontrés quand un jour, j'ai rencontré l'amour de ma vie en Valais, et j'ai décidé d'aller m'installer à 2 pas de Sembrancher, à 5 minutes de Sembrancher. Et là, on s'est mis à se rencontrer beaucoup, et on a pris il y a 2 ans et demi, 3 ans, la décision d'écrire ce bouquin. Alors racontez-nous, là, vous êtes à Sembrancher, vous êtes l'aîné de la famille, le plus jeune Je suis le plus jeune. Vous êtes le plus jeune. C'est une famille de combien? Alors mes parents ont commencé par 2 sœurs, puis après j'ai un frère, et puis moi, voilà. Ah oui. Je suis venu un peu plus tard. Souvent d'ailleurs, quand je demandais à mon père, je disais, j'aimerais bien avoir un petit frère. Il me disait, toi, tu n'étais déjà pas prévu au programme, alors peut-être tu vas peut-être pas insister pour avoir encore un petit frère. Mais non, on est donc 2 frères, voilà. 2 sœurs en frère, quoi.
Tout se passe bien, jusqu'à une date que vous nous rappelez? Alors, tout allait pas mal jusqu'au 16 décembre 64. Vous remarquez, ça va pas mal aussi maintenant. Non, mais il y a quand même eu... Non, bon, c'est clair que le gros événement, c'était 2 ans et demi, quasiment jour pour jour. Je suis du 16 mai 62 et j'ai eu cet accident le 16 décembre 64. Alors, récit à partir du livre. À part moi, il n'y a pas eu le moindre témoin oculaire de ma tragédie durant les secondes où elle s'est déroulée. Toutes les images que j'ai de ce jour et des suivants sont bien sûr très floues. Je ne sais pas si ce sont de vrais souvenirs ou si je me les suis fabriqués plus tard avec tout ce qu'on m'a raconté. Mais je me souviens par contre très nettement de mes sentiments. Je suis sur mon tricycle et je m'amuse à circuler entre les tas de neige amassés sur les quais. Je m'aventure sur le passage à niveau en bois que les tracteurs empruntent pour traverser la voie. Il n'y a pas de barrière. D'un seul coup, je me sens happé par une force incroyable. Il fait froid. J'aimerais que ça s'arrête, mais ça ne s'arrête pas. Je suis traîné et je tourne sous les roues du train. Puis tout cesse, il fait toujours très froid. Quelqu'un vient, puis d'autres. Je suis couché par terre, on parle, on s'agite. J'ai désobéi, je n'ai pas mal, mais j'ai peur. Quelqu'un me soulève et me porte jusqu'à la maison. C'est juste en face des voies, le bâtiment jaune de la gare. Je me demande si je saigne. On me dépose sur le lit de mon frère. Mes frères et sœurs sont autour du lit. Ma mère leur dit de prier pour leur petit frère qui risque de mourir. Ils se retiennent de pleurer. Mon père se met devant le crucifix et l'implore. Il demande à Dieu de venir me chercher, de ne pas me laisser dans cet état-là. J'aimerais peut-être votre réaction à vous. Vous vous souvenez de cette scène? Oui, moi j'avais 10 ans lorsque l'accident s'est produit, où je me souviens très bien. Elle Oui. correspond à la description qu'on a entendue. Oui, tout à fait, oui. Oui. À part qu'on a prié devant une statuette dans la chambre à côté, mais je me rappelle bien mon père qui pensait que, vu la gravité de la situation, ça serait mieux qu'il s'en aille. Mais le souvenir que j'ai, c'est les paroles de Gérald qui disait « Maman, tiens-moi la main ». Maman, tiens-moi la main. Il n'avait pas perdu connaissance, il était très, très serein. Et d'ailleurs, vous le dites dans le livre, enfin vous le dites tous les deux, c'est que votre mère va avoir un calme impressionnant. Oui. Elle va gérer la situation jusqu'à ce que même le médecin qui arrive, il se dit mais est-ce que c'est vraiment la mère? Et quand il se rend compte qu'elle a ce calme-là, il la prend dans ses bras. Oui, tout à fait. C'était exactement ça. Elle était assise à côté de lui qui était couché. Et puis lui tenait la main en attendant que les secours arrivent. Alors les secours vont arriver, on va vous conduire à quel endroit? L'hôpital de Martigny qui est à 13 km, où je suis resté, je pense, genre 1 mois et demi. Ça. Parce qu'en fait, j'ai eu, les jambes ont été écrasées, mais en fait, ce qui était, où ma vie était en danger, c'était que j'avais tapé la tête assez fortement, il m'en reste des cicatrices. Il y avait un caillot de sang dans le cerveau et ils ont dû me trépaner. Donc ça a pris quelques jours, quand même 7-8 jours, pour que les médecins soient sûrs que je m'en sortirais, quoi. Je crois qu'ils ont annoncé à mes parents le 24 décembre, le jour de la veille de Noël, que j'allais m'en sortir, quoi. Alors il y a une scène étonnante que vous racontez, c'est-à-dire que les médecins vont dire, on y reviendra tout à l'heure, mais vont dire il faudrait le laisser tranquille, il ne faut pas venir le voir. Alors les parents vont venir et ils le regardent derrière un journal où ils ont creusé 2 trous, c'est ça? C'est ça, en tout cas, c'est ce qui m'a été rapporté par Bernadette Métro, la maman de Gérald, qui est juste derrière moi. On lui pose pas trop la question parce qu'elle nous a dit tout à l'heure, moi je suis très impressionné de me souvenir de ça. Je crois qu'elle a même pas lu les 30 premières pages de votre livre parce que ça la remue trop. Peut-être tout à l'heure on lui demandera un petit témoignage, mais on va la laisser un peu tranquille. Mais c'est vrai qu'il venait avec le journal, les gens, enfin sa famille, c'est avec le journal dans lequel il perçait des petits trous parce qu'il paraît que la vue de tes parents, de tes proches t'aurait fait un choc qui aurait pu être dangereux. Oui. Ça n'était pas sa famille, seulement les parents, parce que les frères et sœurs étaient interdits d'entrer en pédiatrie jusqu'à l'âge de 16 ans. On n'avait pas le droit de visite. Donc nous, on ne l'a pas vu pendant 1 mois et demi. Alors j'aimerais bien votre témoignage, parce que vous travaillez en pédiatrie, là, à l'hôpital, c'est ça? Oui, en effet. Et tout d'un coup, on vous rappelle d'urgence, il y a un cas grave, il faut tout de suite vous rendre à l'hôpital. Et lorsque vous dites d'ailleurs, toujours dans cet ouvrage qui s'intitule Soudain un train, vous dites « De ma vie, je crois que je n'ai jamais vu ça ».
En effet, je n'ai jamais vécu et je ne pense pas que je revivrai une chose comme ça. Moi, j'allais quitter le service et puis José, qu'on appelait l'infirmier, vient m'appeler, viens vite en salle d'opération, c'est grave. Je descends en salle, je vois les deux chirurgiens, je ne sais pas si j'ose les nommer là. Non, je vois les deux chirurgiens, le docteur Assenbach et le docteur Tsenrofinen, chacun s'occupait d'une jambe de Gérald, il était décaloté parce qu'ils avaient tout de suite porté secours au cerveau, donc à sa fracture du crâne. Et c'était vraiment... Tout le monde était... Je ne peux pas exprimer le sentiment que tout le monde ressentait dans le milieu devant un enfant si mutilé. Vous pensiez à ce moment-là qu'il allait pouvoir s'en sortir ? Je ne pensais, je crois, à rien. Ouais. Il faut agir tout de suite. Hein. Oui, je crois qu'il y avait une chance extraordinaire, c'est que par le fait que les rails du train, les roues du train ont comprimé, voilà, alors ça n'a pas saigné, sinon il n'aurait plus été là. Puis un moment après, il était dans notre service et on l'a pris en charge, quoi. Donc vous l'avez pris en charge et puis à un moment... Vous le dites, hein, puisque dans l'ouvrage, il y a différents témoignages qui chaque fois éclairent cet événement. On viendra sur tout le reste de la vie, parce qu'il a fait beaucoup d'autres choses entre-temps. Mais aujourd'hui, on le consacre à ça. Vous dites qu'à un moment, il y a le réveil, et vous découvrez un enfant qui, compte tenu de ce qui lui arrive, est assez rayonnant, en tout cas ouvert. Oui, je crois que j'ai quand même pas mal d'années de profession. J'ai vécu en brousse. Mais je n'ai jamais vu une réaction aussi belle d'un enfant devant une telle épreuve. Ça m'a... Et je ne sais pas si on pourra revoir ça dans la vie. C'était ce visage rayonnant, lumineux. Et le matin, au bout de quelques jours, quand il a fallu refaire les pansements, je découvre sur son lit, quoi. Et puis il s'appuie sur les coudes, il se lève. J'entends toujours ces paroles exactes, hein, comme je les prononce. Ils sont où les pieds à moi ? Là, je n'ai pu faire qu'une chose, me tourner, et les larmes me coulaient. J'avais de la peine à reprendre le dessus sur moi-même, à me dominer, pour lui donner une réponse, et ainsi de suite. Ça, c'est une question qui va vous obséder longtemps. Ils sont où les pieds à moi ? Bon, c'est sûr que jusqu'à ce que je réalise que finalement c'était inéluctable, c'est toujours une question qui revient. C'est que pour faire le deuil de membres qui vous manquent, c'est comme pour faire le deuil de personnes qui vous abandonnent, il faut avoir la preuve que, un, elles ne reviendront jamais, puis que deux, qu'elles sont perdues. Puis la réponse qu'on va d'abord vous donner, c'est à la poubelle de l'hôpital. Oui, un petit peu, parce que c'est la réponse facile, parce que vu qu'on ne pouvait plus me les montrer, il fallait bien qu'on me dise quelque chose. Et finalement, ce ne sera pas ça d'ailleurs. Non. Moi, j'aimerais qu'on revienne encore sur votre relation, parce que c'est extraordinaire. Oui. Vous allez avoir un contact très étroit, tous les deux. Vous allez vous en occuper particulièrement, mais pour quelle raison ? Bon, j'étais responsable du service. Oui, ça, c'est une chose. C'était mon travail. D'autre part, je me suis sentie tout de suite très proche de Gérald, parce que moi-même, à l'âge de 9 ans, j'avais eu un accident qui m'a... un accident qui a été, je me permets de dire entre guillemets, la plus belle grâce de ma vie, qui m'a fait que j'ai la main droite amputée. Et de là, je me suis sentie très proche de lui. Et au fur et à mesure, je lui ai d'abord montré ma main, j'ai enlevé la prothèse, je lui ai montré ce qui me donnait l'impression que ça l'encourageait. Et il me réclamait toujours, enlève la main, enlève le gant plutôt, comme il l'exprimait, enlève le gant. Et j'avais l'impression que quand j'avais enlevé le gant, il se mettait à faire des exploits. Oui. Ça lui donnait comme un courage et je me suis sentie très proche de Gérald par ce fait-là. Pour moi, ça a été la plus grande grâce de ma vie et pour lui, je pense que ça a été un petit sucre du bon Dieu de trouver à l'hôpital une infirmière mutilée, quoi. Vous vous souvenez de ça ? Oui, je me souviens de ce sentiment-là d'avoir été tout de suite comme accueilli, recueilli et accueilli par des gens qui comprenaient, en l'occurrence Marc, qui comprenaient ce qui m'arrivait. Oui, qui pouvaient partager même au-delà de simplement les mots. Hein, oui. Elle a vécu la même expérience. Pourtant, il en faut du hasard pour que... C'est tout de même rare, une infirmière qui soit dans votre situation. Je crois que c'est assez rare. Je crois qu'il n'y en a pas. Mais enfin, c'est ce qui a donné peut-être aussi à Gérald cet élan, quoi. Et puis, il faut dire aussi qu'il avait un visage angélique, un visage rayonnant. C'était notre chéri.
bon, de par l'accident grave qui lui était arrivé, mais malgré ça, je crois qu'il était l'enfant vraiment mignon. Vous avez tout de suite senti ce goût de la vie qu'il a manifesté après, on peut dire aujourd'hui. Très rapidement, très rapidement. Ouais. Il avait une volonté, et je connais pas trop les choses, mais j'ai quand même tout de suite ressenti une intelligence au-dessus de la moyenne chez Gérald. Je sais pas si je parle juste, mais c'est un don de Dieu, quoi. Mais on sentait ça tout de suite. Hein. Vous vous êtes revus beaucoup depuis lors ou non? Malheureusement pas beaucoup. Moi, je suis partie en Afrique après, je suis revenue, puis les choses... Mais on va peut-être se revoir depuis aujourd'hui. Ça, c'est extraordinaire. Vous avez eu la même impression, très vite, lorsqu'il va passer ces quelques jours à l'hôpital, puis ensuite revenir à la maison dans un premier temps, qu'il a en lui cette envie de vivre? Oui, c'était un enfant très gai, un frère très gai, très très volontaire. Puis on en était fiers quand même. Hein. D'abord, il était revenu de loin, puis après, on l'a considéré égal à nous. Un autre témoignage, c'est Laurent Favre, lui, il était chef de gare intérimaire à l'époque, à Saint-Branché. Et il rappelle, vous verrez, il vous montre les lieux de l'accident, mais ensuite, il raconte de quelle manière, dans le village, tout d'un coup, on s'est rendu compte que par rapport à son malheur, il avait une façon de réagir qui était tout à fait extraordinaire. Lui étant chef de gare, il était tenu de résider sur place. Et Gérald est sorti, ma foi, je pense qu'il est sorti un peu en cachette, en douce. Il est parti avec son tricycle, puis il a traversé la voie sur un passage à niveau qui n'existe plus. L'enfant se lançait à travers les voies sans bien entendu, à 2h30, il n'a pas pensé au train, lui. Quand le mécanicien l'a vu, il n'a pas pu freiner. C'était plus nuit que jour. À ce moment-là, c'était 5h30. Gérald était un peu la coqueluche du personnel ici. C'était le petit dernier, vous voyez, il était assez turbulent. Et on l'aimait bien entendu. Au retour de son stage en Allemagne, il avait été instruit pour les prothèses. Et il nous faisait de la gymnastique sur le guichet, lui. Et il marchait sur les mains. Hein. Ouais, il est extraordinaire. Il a quand même une certaine crispation, vous voyez. Parce que on n'accepte pas facilement de le voir comme ça. Hein. Ça remue, ces images. Hein. Pas mal, ouais, c'est solide. C'est solide. Il faut dire que vous allez, dans un premier temps, on vous a vu en train de vous déplacer avec des prothèses. Et pour ce faire, vous allez faire un séjour en Allemagne à partir de 1966. Ouais, je suis resté 7 mois. 7 mois. En Westphalie. À Münster, l'hôpital universitaire de Münster. En fait, c'était probablement sur un malentendu que j'ai été acheminé là-bas parce que la compagnie d'assurance qui assurait mes parents nous a dit non, en Suisse, rien à faire, personne ne va vous appareiller, c'est un cadre spécial. Il faut aller en Allemagne. Là-bas, ils ont l'expérience de après la guerre, ils ont l'expérience de tout ce qui est appareillage, prothèse et tout ça. Alors ils ont dit il faut aller en Allemagne, il faut y rester pour un stage d'adaptation. C'est pour ça que je suis parti, mes parents m'ont amené à Münster, c'est à peu près à 1000 km Et vous, dans votre tête, vous disiez on va me greffer les jambes? D'une part, puis moi je pensais qu'on allait rester un jour, ou 2 jours, puis qu'on allait repartir. Sauf qu'après un jour, 2 jours, mes parents je crois qu'ils sont restés 2 ou 3 jours. Et puis un jour ils m'ont dit bon il faut que tu ailles faire la sieste. Moi je la sentais pas très bien, je me disais mais attends, il se passe quelque chose. Et puis j'étais à la sieste et puis après il fallait qu'ils partent parce qu'on m'avait dit tes parents vont partir, toi tu restes là 7 mois. J'aurais hurlé à la mort, ce que j'ai d'ailleurs fait pendant 2 jours j'imagine. Après quand je me suis réveillé, j'ai senti qu'ils n'étaient plus là. Puis
Et après, quand je crois ma mère et ma tante sont venues me voir après 4 mois, je crois que je les ai même pas reconnus. En plus, je parlais même plus un seul mot de français. J'avais 4 ans. 4 mois en Allemagne, à 4 ans, je savais plus un mot de français. Vous avez eu un très fort sentiment d'abandon, en tout cas vous le dites, et qui vous a longtemps travaillé. Il paraît que j'ai hurlé, en tout cas 2 jours. Quoi. Genre, j'étais sûr que j'allais plus jamais revoir les gens que je connaissais. Puis à 4 ans, c'est assez fort, ce genre de... Pour vos parents aussi, je pense que c'est une période qui a été très très dure. J'imagine que, ayant maintenant aussi des enfants, ça a dû être très dur pour eux, mais nous, à ce moment-là, la relation parent-enfant, on ne leur posait pas la question comment vous sentez-vous. Bon, on avait peu de nouvelles. Les nouvelles qui nous parvenaient, c'était par l'oblique, mais je crois qu'on en a eu peut-être 3 fois sur les 7 mois. On évitait de parler de Gérald pour ne pas faire de la peine à nos parents. Et puis, les 7 mois ont passé, ça a été très long. Jacques Briot, dans votre livre, là, puisque on va pas vous embêter là. C'est déjà drôlement sympa d'être là. Mais comment le père et la mère vont-ils vivre cette période de 7 mois où lui se dit ça y est, ils m'ont laissé tomber? Mais je crois terrible. Pour Bernadette, par exemple, elle me dit, Bernadette qui est la maman de Gérald, me dit qu'elle fait souvent un cauchemar récurrent. Elle rêve que cet hôpital brûle et qu'avec son petit à l'intérieur et qu'elle ne peut rien faire pour le sauver. Je pense que non seulement ces journées devaient être dures, mais puisque ses rêves hantaient aussi ces nuits, ça devait être très dur. Ils avaient tout de même, m'a raconté la maman de Gérald, des amis à eux qui téléguidaient en quelque sorte, qui habitaient pas très loin de l'hôpital et qui venaient visiter tous les week-ends Gérald. Alors Gérald voyait arriver ces gens-là, puis il se rappelait très bien de ces gens-là, il dit un couple formidable qui venait s'occuper de moi, me balader. Et en fin de compte, je pense que les parents de Gérald prenaient aussi des nouvelles par ce couple-là. Alors vous allez rentrer, et puis à ce moment-là, vous parlez plus calmement? Ouais, je crois que... Non, je parlais plus un seul mot de français, ça c'est clair. Et puis, ça, j'ai dû mettre à peu près 2 mois pour me remettre un peu au français. Quasiment fait faire une dépression à ma mère qui me disait... Moi, je disais, par exemple, je veux pas manger le chocolat, c'est trop chaud. Je disais ça en allemand. Puis elle comprenait pas. Elle appelait mon père qui balbutiait un petit peu le français pour qu'on puisse un petit peu pouvoir communiquer. Quelle période, hein. Quelle période. Et en même temps, et c'est là où c'est extraordinaire, on va un peu développer cet aspect-là, il y a une médiatisation très très forte autour de ce qui vous arrive. Allez, sujet. Je crois que des photos de moi, il y en a tellement eu à profusion parce que mon accident était très médiatisé, extrêmement médiatisé, ça a attiré les photographes, les journalistes et tout ça. C'est clair que lorsqu'un enfant de 2 ans passe sous un train, en général, il s'en sort pas. Donc, le fait que je m'en sois à peu près bien sorti, ça a aussi encore augmenté la curiosité des gens. L'autre chose, c'est que mon père, étant cheminot, je pense qu'il y a une très grande solidarité. J'ai reçu beaucoup de courriers d'enfants, de parents, de gens qui étaient sensibilisés par mon histoire. On a eu beaucoup de documents, photos qui nous ont été remis par les médias, ce qui fait que j'ai à peu près un service de presse complet sur mon enfance, quoi. C'est du passé. J'ai bien aimé mon enfance, je l'aime toujours. Celle-là, oui, c'est exactement l'endroit où j'ai eu mon accident. Où nous vivions à 20 mètres de là, donc à la gare, et puis les ouvriers de la voie et tout ça, c'était des amis de tous les jours, des compagnons de tous les jours. Puis là, c'est clair que tout cet album-là, c'est des périodes aussi très symboliques de ma vie, avec mon père au bureau, à la gare, en dessous d'où nous habitions, avec mes frères et sœurs, toujours devant la gare, à l'hôpital. Ça, c'est l'infirmière qui vous a soigné dès le début de votre arrivée? Voilà, c'est elle qui m'avait accueilli. Bon, voilà. Il y a beaucoup d'amour dans son regard. Ouais, c'est assez frappant. Hein. Celle que je préfère, c'est souvent les photos soit avec mes frères et sœurs, soit avec mon père, ma mère. Celle que je préfère, c'est probablement celle où mon père me porte dans ses bras, celle-là. Mon père me porte dans ses bras en me regardant comme ça. J'aime beaucoup cette photo. C'est la photo d'ailleurs que j'ai choisie pour figurer sur la première page de mon livre. Alors voilà, c'est un peu ici que se cache
pas la grotte d'Ali-Baba. de presse de l'époque. Voilà. Donc, surtout les journaux suisses-allemands, donc le Blick avait vraiment fait beaucoup de tapage avec plusieurs premières pages. Je crois que c'est surtout eux qui ont été sensibilisés par mon accident, quoi, par mon histoire de vie. C'est clair que d'une fois que la nouvelle s'est répandue, après, elle a explosé, quoi. Et j'ai reçu à peu près, 6-7 classeurs fédéraux pleins de lettres d'enfants. Eh bien, mon père a répondu personnellement à tout le monde, ouais, à tout le monde. Et bon, moi, aujourd'hui encore, il y a même des gens encore maintenant, chaque année à Noël, bon, de moins en moins, mais qui m'envoient une petite carte et tout ça, que j'ai jamais rencontré des gens d'Autriche ou de Suisse allemande. Mais la solidarité, c'est toujours quelque chose qui vous fait chaud au cœur, qu'elle soit petite ou grande. C'est une des qualités humaines qui nous relie et qui nous permet probablement de vivre un petit peu mieux. J'ai eu jusqu'à maintenant une belle vie, et probablement un petit peu grâce à ça. Alors, ce qui frappe, c'est deux choses. C'est d'une part la médiatisation avec l'intervention du Blick. Et vous le dites d'ailleurs dans le livre, hein, de manière assez maladroite, puisqu'ils vont proposer à chaque lecteur d'envoyer 1 franc pour vous. Ça vous heurte. Bon, ce genre d'élan de solidarité, à première vue, quand on est enfant, on ne comprend pas tellement. On ne peut pas se dire à ce moment-là, on n'a pas une réflexion, on n'a pas de recul sur l'événement. Mais comme à mesure que je grandissais, les gens continuaient, lorsque je me promenais avec mes parents, de donner de l'argent, et donner à mon père 10 francs en disant voilà, c'est pour lui, c'est pour le petit. Puis, à un moment donné, quand on commence à prendre compte, vers 14-15 ans, j'ai commencé à prendre conscience. Je disais, mais pourquoi les gens me donnent de l'argent et ça peut aussi vouloir dire, OK, dans l'état où il est, moi, après, j'ai commencé à le comprendre comme ça. Dans l'état où il est, comme il ne pourra pas s'en sortir lui-même avec ce qui lui est arrivé, nous, on va contribuer à lui donner de l'argent. Mais après, on comprend aussi que, finalement, les gens se donnaient bonne conscience, puis eux pensaient probablement faire du bien, ou me faire du bien. Et se faire du bien à eux pour leur conscience. Et comment est-ce qu'on le vivait en famille, votre père et votre mère, cette médiatisation extrême? Parce qu'il y aura le Blick, il y aura des journaux régionaux, on viendra tout à l'heure sur le rôle des cheminots, mais cette partie-là... Bon, je ne sais pas, il faut peut-être demander à ma sœur ou à mon frère comment ils sentaient ça, parce que moi, je bénéficiais de toute l'attention possible, et peut-être qu'eux, ils passaient un peu en second. On va lui demander, prenez le micro quand même, vous n'aviez pas très envie, mais juste un tout petit peu là. Cette période, vous vous en souvenez, vous bien sûr Bien sûr, on s'en souvient très bien de cette période. Et comment vous l'avez vécu? Pour nous, ça a complètement changé la vie de toute la famille, il est bien clair. Parce que tout d'un coup, être devant des caméras, pas du monde entier, mais une bonne partie de l'Europe, alors qu'avant, une famille normale, quoi, ça mangeait. Tout d'un coup, ça nous a complètement bouleversés, des journalistes à la maison. Est-ce que ça a changé votre rapport avec votre frère? Ou au contraire, vous avez continué à jouer ensemble, vous avez... Parce que l'attention était beaucoup tournée vers lui. Je pense qu'on a joué même plus fort après avant, c'est vrai, à 2 ans et demi, on jouait ensemble, mais après, c'était presque rigolo. C'était un jeu rigolo, parce que lui, il pouvait se cacher facilement, comme il disait avant, dans les armoires. Et puis, il nous faisait des acrobaties que nous, on ne pouvait pas le faire. Alors, ça nous amusait. Puis on sent beaucoup de chaleur dans les quelques images qu'on a vues noir-blanc, là, où de chaque côté, vous l'aidez à marcher, parce qu'il a... C'est douloureux d'ailleurs, hein, il doit marcher avec ses prothèses. Mais en même temps, on vous sent extrêmement attentif et extrêmement proche. Bah oui, parce que c'est quand même un événement qui a changé la vie de toute la famille. Ouais. Donc, on avait un petit frère qu'on savait qu'il allait être handicapé toute sa vie. Alors, alors c'était la solidarité de la famille. Merci beaucoup. Alors, il y a un deuxième aspect, hein, c'est la légendaire solidarité des cheminots. Hein, c'est comme ça que vous êtes titré, d'ailleurs. La légendaire solidarité des cheminots, c'est vrai. Vous connaissez, vous êtes cheminot. Hein, vous étiez cheminot à l'époque. Et les journaux des cheminots vont parler, même parmi les premiers d'ailleurs, hein, de ce qui s'est passé, le drame de Sambranché. Eh bien, on était avisés par les médias. Oui. Et puis, spontanément, des souscriptions ont été lancées. Parce qu'à l'époque, on gagnait entre 500 et 650 francs par mois. Et la vie était dure. Quand il arrivait un pépin dans une famille de cheminots, il y avait
l'entraide qui se faisait automatiquement, spontanément. Alors, il y a un personnage dont j'aimerais bien que vous nous parliez, puis après on reviendra là-dessus. C'est son père, hein, qui a disparu Oui, moi, aujourd'hui. je l'ai bien Comment connu. était-il son père? C'était le militant modèle pour nous. Je l'ai connu dans les années 55-60. On a suivi des cours syndicaux ensemble. On se voyait dans les assemblées, le congrès des cheminots suisses, et puis dans l'assemblée générale annuelle. Et pour nous, Roger travaillait dans un milieu très hostile. Simplement de recevoir notre journal, on était taxé de bolchevique. Ouais, le ça. rouge, le Travail bolchevique. transport, hein. Voilà. C'était l'autre, c'était le cheminot. Ça, c'est le nouveau titre Il faut qu'on moderne. précise aux téléspectateurs d'ailleurs que vous vous êtes pas rencontrés. hein. Non. C'est la première fois que vous vous rencontrez. Non, je l'ai vu 5 à 6 semaines avant son accident. Quand D'accord, j'avais bon. été trouver Roger en descendant de Verbier, j'avais été aux champignons. Mais, Donc ça fait quand même un certain temps. oui, ça fait. D'accord. Et depuis là, on l'a suivi parce qu'on connaissait dans les milieux sportifs et tout. Et Roger, on l'a revu après l'accident et tout. Il s'épanchait pas beaucoup. Mais il nous disait que ça allait bien. Le gamin avait beaucoup de vigueur, beaucoup d'humour et tout. Et que ça allait pas trop mal pour la famille. Mais c'était l'un des cheminots. Il faut comprendre, à l'époque, il n'y avait pas d'ail. Les caisses maladies ne fonctionnaient pas comme maintenant. Et dès qu'il y avait un drame, c'était souvent la misère. Et c'est pour ça que les gens donnaient de l'argent. Hein? Je comprends. En tout cas, comme ça, vous, les cheminots, vous l'avez compris, la médiatisation peut-être de certains grands journaux, la démarche était peut-être moins... partait moins du cœur que chez nous, Voilà, ça c'est clair. voilà. Hein. Mais Roger, il était très connu dans les milieux des cheminots privés, c'est-à-dire de la VPT, notre sous-fédération, ce qui réunit les tramelots, les cheminots et les marins d'eau douce de toutes ces compagnies. C'était non seulement un modèle, mais parce qu'il avait une activité syndicale et politique en même temps. Et ça, c'était difficile dans la région où il habitait. C'est ce souvenir-là que vous gardez de votre père? Bon, moi, je garde un souvenir. Moi, j'étais très admiratif de lui. Moi, il y a plusieurs aspects de lui que je garde en mémoire. Bon, il y a son côté militant, mais surtout son côté toujours farceur, de bonne humeur. Puis quelqu'un probablement qui avait pas mal de réflexions sur lui-même aussi. Et puis qui avait aussi beaucoup de soucis des autres. C'est un peu ce mélange-là, quoi. C'est vrai, parce qu'on peut se dire, bon, quelqu'un placé dans cette situation peut s'apitoyer sur son propre sort ou le sort de son fils, ou au contraire, réagir en lui disant « je vais te donner quelque chose supplémentaire dans la vie, puisque tu en as un tout petit peu moins ». Écoutez le témoignage. Mon père m'a toujours encouragé à m'intégrer à la société et à mettre ma différence en valeur. Il me regardait avec plaisir marcher sur les mains pour étonner mes camarades de jeu, et pour le surprendre, je trouvais toujours une nouvelle acrobatie qu'il me demandait ensuite de refaire en public, histoire d'amuser la galerie. Quand j'étais enfant, il me disait que mon handicap ne m'excluait en rien de la vie communautaire de mon village et de l'école. Tu es comme les autres, tu y vas, il n'y a pas de différence. Je me disais alors que j'étais l'égal de mes petits camarades. C'est beau ce témoignage-là, extraordinaire. Vous nous rappelez, hein, vous avez choisi cette photo-là. Hein, vous disiez tout à l'heure que cette photo, elle vous avait tout à fait touché. Vous le retrouvez, vous, là, sur cette photo? Complètement. Alors. Complètement. Oui. Avec ce sourire, cette façon d'être. Oui, c'était le Roger qu'on connaissait et qu'on aimait. Ouais. Parce que l'histoire, vous avez dit tout à l'heure, les journaux s'en sont occupés, bien sûr, on a commencé à parler de cela, mais c'est pas seulement en Suisse, ça va être en Europe, ça va être dans les pays de l'Est, ça va être en Amérique du Nord. Oui. C'est toujours la solidarité cheminot? Peut-être moins maintenant, mais à l'époque, c'était ça. Et c'est pour les cheminots, couper les jambes à un gamin, c'est la catastrophe. Renverser quelqu'un, atteindre avec nos trains, c'est une catastrophe. Mais un gamin, alors ça parle à... Ça l'est peut-être d'autant plus lorsqu'on est le chef de gare et que peut-être on a donné le départ du train. Et que c'était le fils de Roger. Ouais. Votre père, il a senti une culpabilisation par rapport à ça, ou votre mère, ou comment l'ont-ils... Parce que c'est pas facile, hein.
Bon, je pense, oui, un petit peu une culpabilité probablement partagée. C'est clair que, bon, moi, je porte, au-dedans de moi, j'en porte la responsabilité de ça. Vous êtes dit dès le départ, ça, hein, c'est de ma faute, au fond. En fait, parce que c'est le premier sentiment que j'ai, c'est le seul sentiment qui me reste de ce moment-là, du style, qu'est-ce que j'ai encore fait comme bêtise, quoi. Et ça m'a poursuivi assez longtemps, quoi. À quel moment vous l'avez accepté? Je pense que j'y travaille encore tous les jours. Ouais. Ça, c'est extraordinaire. Et vous? Sur la responsabilité? Oui, sur ce sentiment que les uns et les autres, on peut se dire, tiens, mais on n'a pas fait attention, tiens, mais j'ai donné le départ du train, tiens, mais c'est de ma faute à moi. Du fait de la situation de la maison, c'était déjà presque miraculeux qu'on n'ait rien eu avant, parce que la maison est au milieu d'un Y. Hein. D'accord, ouais. Puis j'ai quand même l'impression que dans cette maison, est-ce que je me trompe, hein, il pourra me dire aussi, on y rigolait quand même après. On a l'impression que c'est une vie de famille. Voilà. Oui, du moment qu'il était tiré d'affaire, la vie, elle a continué. Ouais. Surtout qu'il faisait beaucoup de cabrioles, apparemment. Oui. Je ne sais pas si mes parents ont une fois pensé de changer d'endroit, mais je pense même pas. Hein. Il y a beaucoup de gens qui, après, avec le recul, plusieurs années plus tard, beaucoup de gens à qui on racontait cette histoire, tout le monde était étonné qu'on soit resté habité dans cette maison, qu'on n'ait pas déménagé tout de suite. Parce qu'un jour, un psychiatre avec qui je discutais de moi, il me disait, mais en fait, pendant 27 ans, tu as repassé tous les jours sous le train à cause du bruit. Et à cause tous les jours, voir ces trains, une sorte de restimulation quotidienne, quoi. Il me disait, c'est tu repassais sous le train tous les jours, tous les matins. Je remarque quelque chose à la faveur de ce que tu dis, que je savais pas du tout, mais c'est que tu habites aujourd'hui encore pas loin de la voie ferrée. Hein. C'est comme si ça me poursuit tout le temps. J'habite de nouveau à Martigny maintenant, à 25 mètres de la voie du même chemin de fer. Allez, un autre regard encore. Gérald, c'est quelqu'un qui m'est très cher, bien sûr, puisque nous avons fait toutes les écoles ensemble, qui est aussi de 1962. Nous allions à l'école avec un autre ami, très bon ami, M. Emenet, Pascal Emenet. Nous le portions à tour de rôle dans les escaliers pour monter en classe. En tout cas, Gérald, je pense que c'est quelque chose qui s'en souvient. La toilette de la poupée et de Polychinelle, tout à coup, ma mère J'ai joué au hockey avec lui jusqu'à l'âge de 15-16 ans, jusqu'à la fin des novices. On a fait toutes nos premières expériences ensemble. On peut demander à sa maman. On se confie à tous nos petits secrets. Hein. Non seulement il a surmonté son handicap, mais il fait des choses absolument incroyables qu'il n'aurait peut-être pas faites s'il n'avait pas eu cet handicap. Ça, il faut le dire peut-être, je ne sais pas. Je suis très fier d'avoir un ami de cette trempe parce que je pense que c'est vraiment un exemple pour tout le monde. Pas seulement pour les handicapés, pour tout le monde, parce que je trouve que c'est vraiment extraordinaire ce qu'il fait. Puis sa manière de vivre, je trouve qu'elle est vraiment très, très... Alors tout au cours de la semaine, on va découvrir, hein, là on laisse un peu de mystère quand même, découvrir ce que vous allez faire et en quoi vous allez vraiment réussir une vie. Mais là, vous avez 6 ans, vous commencez l'école. Qu'est-ce que ça représente pour vous, l'école ? Bon, d'abord, il y avait le grand dilemme de savoir dans quelle école on allait m'envoyer. Là, je rends hommage à mon père qui, lui, a décidé non, il va aller à l'école du village parce que la grande discussion, c'était est-ce qu'on va le mettre en institut, quoi. Et puis lui, il a dit non, moi je voulais aller avec mes copains, ça c'était clair. Et je dis ok, on y va. Donc mon père était d'accord. Alors je me rappelle toujours, le premier jour d'école primaire, on est tous cotés contre le radiateur, puis on appelle nos noms pour aller se mettre en place dans les bons. Et puis d'un coup, la maîtresse, mademoiselle Farquet, appelle mon nom. Et moi, je suis coté contre le radiateur, et je pars pour aller me mettre à ma place.
normalement. Quand je marche. Et elle se précipite sur moi. Et elle me dit, mais vous ne pourrez jamais y aller tout seul, il faut que je vous aide. Moi, je dis, non, c'est bon, j'y vais. Puis là, c'était parti. Quoi. Sur les mains? Non, sur mes prothèses. J'avais mes prothèses. Et là, vous vous dites, en tout cas, moi, je vais leur montrer que la tête fonctionne. Moi, je pense que j'étais assez stimulé du fait de dire, par compensation, de dire, OK, il y a des choses que je ne peux pas faire, mais aussi peut-être pour faire la fierté de mon père, de dire, bon, bah, OK, à l'école, tu vas leur montrer. La fierté de votre père. Ouais. Il va avoir beaucoup d'attitudes justes, je trouve, dans les choix qu'il va faire. Dans cette façon qu'il va vous dire, finalement, vas-y, mène la vie, tu vas l'avoir comme tu te la construiras. Bon, lui, il voulait probablement beaucoup que je sois comme les autres. Donc, son idée, c'était que je ne sente pas de différence par rapport à mes camarades. Et ça, c'était très fort. Donc moi, j'ai toujours lutté, soit pour être leur égal, mais peut-être aussi sur certains plans de les dépasser, quoi. C'est une sorte de petite compétition d'enfants, quoi. Puis il y a un truc extraordinaire, c'est que, bon, il y a les cours, voilà, mais il y a la gymnastique aussi. Alors, gymnastique, vous dites, moi, je ne veux pas qu'on me laisse passer mon tour, je veux y être aussi. Ouais, alors la gymnastique, c'est clair que moi, je voulais tout faire, quoi. Je voulais faire, je faisais même son longueur, 1m74, il me notait, puis à côté, il me mettait 6. Moi, je disais, maintenant, mais là, les autres, ils sautent 3m50, moi, je suis 1m70. Puis l'instituteur, l'institutrice me disait, non, mais pour toi, 1m74, c'est 6, c'est la meilleure, c'est la note maximale. Extraordinaire. Puis il y a les crève-cœurs, hein. Il y a tous ceux qui partent en journée de ski, par exemple, et vous ne pouvez pas y aller. Ça a été la première expérience où là j'ai senti, j'ai dit, alors là, je suis différent. Là, il y a une cassure qui s'installe. Parce que l'instituteur me dit, bon, bah, demain, t'as congé. Mais je dis, non, mais là, c'est jeudi, demain, on est à l'école. Non, t'as congé. Mais pourquoi? Nous, on a journée de ski. Toi, tu restes. Toi, t'as besoin d'y aller, t'as congé. C'était la crise, je suis rentré à la maison en pleurant. Puis là, parce que là, c'était vraiment le couperet qui tombait. En fait, c'était vrai que j'étais différent. Je l'étais, quoi. Bien sûr. Mais vous allez quand même répondre à ça de manière extraordinaire. C'est ce qu'on découvrira au cours de ces 2 ou 3 prochains jours. Mais il y a une histoire que j'aimerais bien que vous racontiez parce qu'on vous fait un don anonyme à un moment d'un cyclorameur. Oui, parce qu'en fait... D'après lui, d'ailleurs, hein, c'est peut-être quelqu'un qui tenait le buffet de la gare de Sambranché qui vous l'aurait offert. Ça, c'est le début d'une certaine forme d'autonomie, de cyclorameur. Oui, parce que, en fait, nous habitions à la gare, puis la gare, c'est à peu près 300-400 mètres en retrait du village. Et étant seul, enfant quasiment dans le quartier, avec mes frères et sœurs, qui étaient un peu plus âgés que moi, moi, si personne venait me chercher, je ne pouvais pas aller au village. Et puis un jour, j'ai reçu un cadeau, un cadeau qui t'attend, qui est arrivé par le train, c'était un cyclorameur. Et puis, je disais, mais qui m'a offert ça? Puis personne n'a jamais voulu me dire. Puis je crois qu'un jour, j'ai découvert par la bande que c'était Elisa de la Soie, la patronne du buffet de la gare, qui est en face de la gare, qui me l'avait offert. Et ça a été le signe le début de mon autonomie, parce que je pouvais aller tout seul au village, je pouvais me déplacer, et puis je pouvais créer le lien sans avoir besoin de personne. Le début de la conquête du monde qu'on découvrira. Vous vouliez ajouter quelque chose, oui. Le cyclorameur, ça lui était pratique parce qu'une fois, il y a un journaliste qui lui a demandé qu'est-ce qui te ferait plaisir? Oh, j'aimerais bien une trottinette. Alors du coup, on a reçu des trottinettes qui s'entassaient à la cave, au Galter, mais les trottinettes, c'est bien sûr, c'était une idée qu'il avait eue. Quand même. Un dernier témoignage de Gérard. Moi, je crois beaucoup en l'être humain, je crois en moi. Un petit peu, souvent, parfois pas assez. Maintenant, de savoir si je crois à un Dieu quelconque, j'ai eu une éducation dans ce sens-là. Aujourd'hui, il n'y a pas tout qui me plaît dans ce que j'ai reçu comme éducation religieuse, entre autres. Par contre, je pense que je crois à quelque chose de supérieur, à une entité. Qui nous dépasse complètement. Mais de là, je serais incapable de la définir. Je la sens, mais je ne peux pas la définir. Voilà, je crois qu'on va vous donner rendez-vous demain parce que l'émotion est forte sur ce plateau. On vous remercie d'y avoir participé. Et puis, à notre façon à nous de vous dire merci de
de tout ce travail qui a été fait et sur lequel on va revenir, hein, c'est vous offrir une chanson. Peut-être celle-là, elle devrait vous plaire. Dans une ville où je passais, bien au nord du mois de juillet, sur un grand lac gelé, un homme en noir glissait. Il avait un drôle d'habit noir qui avait dû faire les grands soirs de l'Autriche et de la Hongrie quand elles étaient réunies. C'était un échassier bizarre, il ne sort pas de ma mémoire. Sur une jambe et jusqu'au soir, il glissait là sur son miroir. Il patinait, sur une jambe, il patinait. La nuit est arrivée, il lui a fallu s'arrêter, car les enfants devaient rentrer, le spectacle était terminé. Une belle femme aux cheveux blancs est venue vers lui gentiment, mettre une canne dans sa main et un long manteau sur ses reins. C'était un échassier bizarre, il ne sort pas de ma mémoire. Sur une jambe et jusqu'au soir, il glissait là sur son miroir. Il patinait, sur une jambe, il patinait. Une ville où je passais, bien au nord du mois de juillet, sur un grand lac gelé, un homme en noir boitait. Il patinait, sur une jambe, il patinait. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans Zigzag Café. Comme vous le constatez d'ailleurs, Alexandre apporte tout de suite un café. Mais je ne suis pas sûr que Gérald de Métro avait commandé un café. Vous aviez commandé un café, vous ? Non, plutôt de l'eau. Plutôt de l'eau. Vous avez vu, ça c'est une astuce de mise en scène, de réalisation de TV. Michel Châtelet, que fais-tu en régie ? Voilà, on est heureux de vous accueillir. Hier, vous avez été très nombreux à suivre l'émission. On en était très contents. Et je crois que Gérald, vous avez eu beaucoup de réactions depuis hier. Oui, beaucoup d'emails, de SMS, de messages, même une lettre qui m'est parvenue ce matin, écrite hier, juste après l'émission. Donc, visiblement, les choses se sont relativement bien passées et puis les gens ont l'impression d'avoir aimé, quoi. Voilà, alors vous verrez, on va continuer dans ce destin extraordinaire, destin dont on vous rappelle que hier, on rappelait le tout début du parcours de vie de Gérald de Métro, le moment où un accident de train va le priver de ses jambes. Il a 2 ans et demi et dès son réveil, il a envie de vivre, mais il a vraiment très envie de vivre. Cette envie de vivre, on va se la raconter cette semaine. On vous la racontera demain dans le domaine du sport, parce qu'il sera un sportif de très haut niveau. Dans le domaine du hockey sur glace, on y fera un tout petit peu allusion tout à l'heure. Et puis aujourd'hui, on avait envie de parler d'une autre passion qui l'habite beaucoup, c'est la musique. Avec Pascal Reichler qui est là, qui est musicien, professeur de guitare, avec Guy Kumer Nicolucci qui est chef d'orchestre, qui est également... Vous jouez de la guitare? Je ne joue plus, mais j'enseigne. Ouais, bien sûr. Et puis Pascal Emonet qui est tromboniste et ami de Gérald de Métro.
Ce public qui est autour de nous, c'est un public qui est très intéressant pour vous d'ailleurs, je vous signale. C'est la commission culturelle du comité de la coopérative de Migros Genève. C'est donc eux qui vont vous écouter avec une très grande attention et peut-être se dire « mais ça serait pas si mal de les inviter un jour dans un concert ». On revient d'abord à notre conversation d'hier avec un rappel ce qu'est la souffrance. Moi, la souffrance, je l'ai vécue très tôt, de façon assez abrupte et visible. On peut faire des milliers de théories sur la souffrance positive ou négative. De toute façon, elle est présente dans notre vie. Alors après, on n'a plus d'autre choix que d'en faire quelque chose ou de ne rien en faire. On peut s'asseoir sur le bord d'un trottoir, pleurer, puis attendre que les gens viennent nous consoler, ou on peut essayer de se secouer, puis de se bouger un petit peu, et puis de la tourner en notre faveur. Ça, c'est clair que c'est très théorique. Et puis, lorsqu'on est sur le terrain, ou lorsqu'on prend véritablement une claque dans la figure, c'est une image, hein, là, on a mal. Mais c'est le moment juste après qui est important, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec ça. On croit que si on n'en parle pas et qu'on la laisse de côté, elle n'existe pas. Alors qu'on voit que dans beaucoup d'expériences de la vie, justement, si on lui laisse une place, qu'on ose en parler et qu'on ose assumer qu'elle soit là parfois de manière irrémédiable, la souffrance diminue de manière paradoxale et qu'on arrive à la traverser et qu'on arrive à en faire quelque chose. Commentaire par rapport aux propos de Bertrand Piccard? Je crois que les deux propos se rejoignent un petit peu. La souffrance, la seule chose à ne pas faire probablement, c'est un, de ne pas en parler, puis deux, de faire comme si elle n'était pas là. Je crois qu'il ne faut pas se la cacher. Elle fait partie de la vie de tout le monde, tout un chacun qui est ici et qui peut dire « non, moi j'ai jamais souffert ». Le problème, c'est qui ose se l'avouer et puis qu'est-ce qu'on fait avec ça après, quoi. Et c'est tout un cheminement que vous avez dû faire? Je ne sais pas si ça a un cheminement les choses. Les événements nous arrivent dans notre vie, comme moi, ils me sont arrivés. Et puis après, on fait face. Mais je ne crois pas qu'on se pose tout le temps la question, attention, là, je souffre, que vais-je faire avec ça? Je crois que naturellement, quelqu'un qui a devant lui une épreuve, il y est confronté, il faut qu'il fasse avec. Petit rappel de la personnalité de Gérald Lemaitre. Rappelez-vous notre émission de lundi. Un enfant joue, un soir de décembre sur un quai de gare. Gérald Lemaitre avait 2 ans et demi. Soudain, le train s'ébranle et c'est le drame. Une nouvelle destinée pour Gérald. Il a eu beaucoup de courage, une passion d'être qui l'a poussé à aimer la vie, les amis, le sport. Et par-dessus tout, le hockey. Mais aussi le tennis, les voyages, la musique. Ah, la musique. Aujourd'hui, Gérald est un pro qui évolue dans les coulisses du hockey suisse. Voilà, alors ça c'est un petit rappel d'une vie qui est assez dense. Si vous deviez nous présenter Pascal Emonet, que diriez-vous? Ouh là là, là c'est tout un programme. Bon, tout d'abord, ses parents étaient amis de mes parents. On a grandi dans le même village de Saint-Manché. On est né à 2 mois, un peu moins de 2 mois d'écart. On a fait toutes nos classes ensemble, on s'est tout de suite liés d'une amitié quasiment indélébile. Et puis après ça... Vous dites d'ailleurs dans l'ouvrage de Jacques Briot, « À soudain un train » qui est apparu chez Autrement, vous dites « c'est mon meilleur ami ». Moi, je pense que c'est tellement beau d'avoir des amis de cet acabit-là, parce que c'est des gens avec qui on n'a pas besoin de... On sent qu'ils sont toujours là. C'est la définition du meilleur ami, c'est celui à qui on n'a pas peur, que l'on n'a pas peur de blesser par ses paroles, à qui on parle de tout et avec qui on peut tout partager. Moi, je crois qu'avec Pascal, on a vraiment eu cette chance-là à travers plein d'événements et plein de domaines, c'est-à-dire soit l'enfance, l'école, le sport, le hockey, la musique et les voyages, parce qu'on a fait quasiment le tour du monde ensemble depuis maintenant une vingtaine d'années, quoi. Alors, votre premier souvenir de Gérald? Mon premier souvenir, c'est un moment qui m'a marqué à tout jamais. Un moment... je suis vraiment privilégié de ça parce que je m'en souviens tellement clairement. Tous les dimanches, nous faisions une promenade familiale
Et cette promenade se terminait par une visite de la famille au cimetière. Et là, j'ai une vision très très claire de comment Gérald était à ce moment-là. Et sa famille s'approche de notre famille et sa maman lui dit voilà, Gérald, c'est Pascal, c'est un petit copain de ton âge, et montre-lui comme tu sais bien marcher. Et je vois très clairement comment il était habillé. Je me souviens de rien avant dans ma vie. C'est votre tout premier souvenir. Mon premier souvenir, oui. Et Gérald est parti sur les tombes, sur ses mains, dans son petit caleçon bleu qui était cousu sur le bas. C'était vraiment quelque chose qui est toujours en moi. Ouais. Et vous dites d'ailleurs dans cet ouvrage que vous avez eu longtemps une certaine fierté à le porter, parce que dans certaines circonstances, il fallait le porter quand même. Il ne pouvait pas toujours se débrouiller tout seul. Vous étiez fier de faire ça? Je crois qu'on était tous fiers d'être copains de Gérald. C'était tellement quelqu'un qui nous marquait et qui nous touchait, et on était tous fiers. Et j'étais surtout fier qu'il m'ait choisi pour aller le chercher, pour l'amener dans les choses qu'il ne pouvait pas faire. Et ça me rendait vraiment très heureux. On va revenir à vous avez 9 ans, hein, on l'a compris depuis hier, vous allez à l'école depuis l'âge de 6 ans, vous dites moi je veux participer à tout, y compris à la gymnastique. Et à 9 ans, vous dites moi je veux faire comme les autres, je veux faire du patin. Et faire du hockey, c'est pas évident, parce qu'il faut d'abord mettre les patins au bout des prothèses. Oui, ça a été la grande... D'abord, il a fallu convaincre ma mère pour qu'elle soit d'accord. Ça a été la première chose. En fait, c'était pas qu'elle avait peur pour moi, elle avait peur que n'y arrive pas, et que je sois tellement déçu que ça va être un crève-cœur terrible. Moi, j'ai dit non, je vais essayer. Donc, première étape, me mettre les patins au bout des prothèses, ensuite mettre les prothèses. Et puis, après, elle me portait sur son dos jusqu'à la patinoire, qui était en face de la gare, à peu près. Et puis, vous portez sur le dos jusqu'à la patinoire, voilà. C'est une vraie expédition, quand même. Oui, parce qu'en plus, après ça, j'étais équipé en gardien de but. Ok, donc vous rajoutez 20 kilos, quoi. Ça, c'était vraiment des épisodes... Et comment on progresse sur la glace au début? Moi, en fait, j'ai essayé de faire exactement... de patiner exactement comme vous avez vu sur cet écran là, comment je marche, c'est-à-dire qu'avec le déhanchement, de élancer le corps d'un côté, élancer le corps de l'autre, puis suivre en perpendiculaire avec le patin. C'est clair que donc j'avais aussi des articulations au genou de mes prothèses, donc je les bloquais pour qu'elles restent droites, pour que j'avais un meilleur contrôle. Et puis voilà. Et puis honnêtement, c'était un effort surhumain, quoi. 2-3 heures de patinage, c'était un marathon, mais j'étais tellement mordu, puis je voulais tellement participer. Oui, parce qu'à l'âge de 11 ans, vous découvrez que dans le village, on crée une équipe de hockey. Hein. C'est Dominique Delassois, c'est mon voisin. C'est votre voisin. Mon voisin. Il dit, on va faire une équipe de hockey. Vous dites, moi, je veux en être. Ah oui, c'était sûr, moi je voulais absolument en être, mais le problème c'est qu'il y a eu sélection. Au départ, il a dit, parce qu'il y avait tellement de candidats du village qui voulaient jouer, il a dit, on va faire une journée d'entraînement où on va sélectionner les gens. Et puis en fait, c'est clair que sur des bases purement techniques, il n'aurait jamais dû me prendre, mais je pense qu'il m'aimait tellement, puis il ne voulait pas que ce soit à crève-cœur, que finalement il choisit 8 défenseurs et puis 12 attaquants. Puis il dit, on va prendre 3 gardiens. Parce qu'en principe, on en prend 2 dans une équipe. Alors, il en prend 3. Donc j'étais un des 3. Je suis venu, et puis ma mère avait tellement peur qu'ils ne me prennent pas, quoi, que j'en aurais été malade. Ouais. Mais il paraît qu'il était très fort à la mitaine, non? Je crois que ce que Gérald oublie de dire, c'est que si cette personne a créé le club, Gérald en est en partie responsable, parce qu'avant ça, il avait réussi à attirer tous les jeunes du village autour de sa maison, où pendant toute la saison d'été, on jouait au hockey sur terre, avec des vieilles cannes, des bouts de cannes, et cet engouement, et de voir tous ces jeunes qui venaient là, qui a donné l'idée à cette personne de dire on y va, on va faire quelque chose avec les jeunes ici. Ouais, parce que quand on voit les deux récits, ça diffère. Lui, il dit... j'avais toujours un peu la crainte que l'on me prenne un peu parce que j'étais handicapé, pas pour d'autres raisons. Et vous dites, pas du tout. C'était le meneur, c'était le capitaine, c'était celui qui nous engueulait. Ah oui, c'est ça. Totalement. Je suis sûr que je n'ai jamais senti, en tout cas, ce que Gérald explique là. Je n'ai jamais senti. C'était vraiment quelqu'un qui était le moteur. Alors regardez, parce qu'on a les images, vous êtes d'ailleurs les deux sur la glace, regardez les images de l'époque. Tout ça vous est arrivé de vous révolter? Non, je pense pas. Parce que je suis arrivé toujours à bien faire un peu comme les autres, sans me mettre à l'écart. Et puis, tous mes amis, tout ça, ont fait un effort pour m'intégrer dans leur milieu.
Alors maintenant, c'est notre milieu commun, quoi. Il n'y a plus de grandes différences. Et puis là, je peux tirer un coup de chapeau à mes amis et tout ça. Comme par exemple ceux de votre équipe de hockey sur glace? Bien sûr, ceux-là en premier. À l'âge de 9 ans, Gérald Métro débutait dans le hockey sur glace. La saison dernière, avec son équipe de novices de Sambranché, il a remporté le titre de champion de groupe. Ma vie est plus pleine qu'une vie normale, dit-il. Je vois les deux mondes, celui des valides et celui des handicapés. Et les plus à plaindre ne sont pas toujours ceux qu'on croit. Alors vous racontez avec pas mal d'humour dans le livre qu'à un moment, lors d'un match, il y a un autre joueur qui dit « faut arrêter parce que notre gardien a perdu sa jambe ». C'est lui qui avait dit ça. C'était vous. Moi j'étais juste devant lui parce que je jouais au poste arrière à ce moment-là et le match n'avait pas démarré, l'arbitre elle a donné le coup d'envoi et Gérald m'appelle, il faut que tu arrêtes et j'ai perdu une jambe. Alors je vais au milieu de la patinoire et je dis ça à l'arbitre et il a cru que je faisais une plaisanterie et en fait quand il s'est approché c'était plus terrifiant que ça puisque la jambe s'était détachée de son corps et elle était au fond de la cage. Et là il est vraiment venu blanc, il ne savait pas quoi faire et il était vraiment traumatisé. On l'a rassuré tout de suite mais c'est vrai que c'est une anecdote qui est... Le club est allé jusqu'où dans les performances? Cette année-là, donc, on a réussi à gagner ce tournoi qui était le début de saison. Et avec cette victoire, on était qualifié pour les championnats romans. Donc on était en fait dans notre niveau de jeu. On a gagné le concours valaisan et on était qualifié pour le championnat roman qui alors s'est passé de manière assez comique aussi puisque entre autres on rencontrait Genève, Servette, Fribourg... des gens qui sont actuellement en Ligue nationale A, qui jouaient contre nous. Et puis, par exemple, l'équipe de Genève avait une classe d'âge complète de 62. Alors que nous, on avait des gens, on était de 62 jusqu'à 67, 68. Et les scores étaient de 12 à 1, 10 à 0, des choses comme ça. Et quand Genève-Servette arrive avec 3 quarts joués à Sambranché, il y avait eu le fun la veille. Et la patinoire était dans un état épouvantable, avec des bosses partout, les lignes qui se couraient après. Et il n'y avait absolument rien qui jouait dans leur équipe. Et ils gagnaient encore, on gagnait 2-1 encore à 5 minutes de la fin. Ils ont gagné 3-2 à la fin du match. Et les gens étaient fâchés, les parents étaient fâchés. Et on se marrait, bien sûr. Dans le texte que vous envoyez, dans l'ouvrage de Jacques Briot, il y a différents témoignages. Et vous témoignez par une lettre et vous dites à un moment, mais pour nous, tu étais complètement normal. Vous le voyez comme complètement normal, c'est-à-dire que vous aviez oublié la différence. Voilà, c'est ça. On a oublié la différence. C'était pas le cas au début, mais quand on a vu que Gérald pouvait tout faire, notamment un souvenir comme ça qui me vient maintenant, quand on faisait les perches, la grappe et des perches à l'école, il voulait absolument le faire. Il se tirait sur des bras avec un temps qui était tout à fait proche des nôtres. Toutes ces choses ont fait que Gérald est vraiment devenu pour nous quelqu'un de normal. Alors écoutez, je vous propose on a dit, puisqu'on a la commission culturelle que je citais tout à l'heure, que c'était le moment quand même de leur montrer un certain nombre de choses dans le domaine artistique. On vous mettra à l'épreuve tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Mais vous allez faire plaisir à votre ami. Vous êtes venu, je rappelle que vous êtes tromboniste professionnel. Avec Gilles Landini, vous allez lui proposer quelque chose. Qu'est-ce que vous allez lui proposer? J'ai choisi de lui interpréter une bacanas brasileiras de Villa-Lobos. Parce que d'abord j'adore ce compositeur, j'adore aussi le Brésil. Et actuellement, dans notre amitié, c'est un grand point commun qu'on a de pouvoir voyager ensemble au Brésil. On l'a fait l'année passée. On va certainement le refaire maintenant. Vous êtes prêts pour le prochain carnaval? Voilà, c'est ça. Et donc, j'ai choisi ça aussi parce que ça reflète beaucoup la personnalité des gens du Brésil, que Gérald adore. Et je trouve que dans cette musique, il y a un grand côté sentimental. Ce que Gérald est absolument. Et quelqu'un aussi de musique qui est très expansive, comme il peut l'être dans tous les domaines. Et surtout à côté peut-être qui cache beaucoup, mais que grâce à mon amitié, je peux découvrir. C'est un grand mélancolique.
Et cette musique est mélancolique, alors ça me fait plaisir de lui offrir ça pour toute l'amitié qu'il m'a déjà apportée et ce qu'il m'apportera. Je vous laisse rejoindre Gilles Lordi au piano. C'est vrai, mélancolique? Parfois. Parfois. Maintenant. Et le goût du voyage tous les deux, ça c'est le prochain voyage, c'est quoi? On part au Brésil le 15 février. Pour le carnaval. Ouais, c'est un rendez-vous qu'on a déjà fait l'année passée, qu'on va refaire. C'est beau l'amitié quand elle est exprimée comme ça. Ouais. Extraordinaire. C'est à vous.
sais pas, je trouve que la musique, ça exprime encore plus que les mots. Déjà que ces mots étaient forts à lui, mais la musique, c'est extraordinaire, non? Cette musique-là, en plus, est tellement... moi, ça me parle beaucoup parce que j'aime aussi beaucoup Villa-Lobos, que j'ai découvert à travers la guitare. Et puis, interprété comme ça. Puis, je pense que Pascal, il a mis tout son cœur là-dedans. Aujourd'hui, spécialement. Donc, ça me touche encore plus. Oui, c'était une interprétation particulière. Je m'absente un moment. Alors, il faut dire que l'homme est un homme de passion. Quand la passion le prend, on a vu, que ce soit le hockey sur glace ou la musique, les choses doivent déménager, comme on dit. Il ne s'agit pas de traîner, il ne s'agit pas d'hésiter, il ne s'agit pas de louvoyer, il s'agit d'y aller. Bon, par exemple, vous allez voir un concert de flamenco, vous vous souvenez à quelle époque c'était? Vous avez eu tout d'un coup l'illumination, la guitare. C'était en 98, 97 je crois, en novembre 97, 97. Et je me dis, je vais voir Paco de Lucia à Beaulieu. Et puis ça faisait déjà depuis l'été que je me disais, tiens, un jour, je ne sais pas pourquoi, la guitare, ça me parle. Là, je vais voir, alors là, j'étais vraiment les chaussettes m'en tombaient. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais... Et comme par hasard, ce jour-là, j'ai dit, ça c'est sûr que c'est quelque chose que je vais connaître dans ma vie. Et comme c'est souvent la vie met sur notre chemin les gens qui nous permettent d'aller au but choisi. Et un mois plus tard, je rencontre un ami instituteur dans un bistrot qui me parle, qui me dit « Ah, moi je prends des cours, je suis guitariste, je chante du Renaud et tout ça. » Ça me mettait la puce à l'oreille, puis il me dit « Mais si tu veux, un soir je viens chez toi. » Puis je joue, on fait une soirée, alors il vient chez moi, on joue, il joue. Moi j'adore la chanson en plus de ça. Et il me dit, si tu veux, je te prête ma guitare, parce que c'est pendant les fêtes, je n'emploie pas. Puis si tu veux, à la rentrée, je te présente mon prof. Je dis, bon, on verra, prête-moi d'abord la guitare. Bon, bien sûr, je prête la guitare. Et un jour, en février, il me dit, si tu veux, je te présente mon prof, si ça t'intéresse. Et c'est là qu'un jour, il me présente un vendredi, je me rappelle bien, de février. On arrive, il me dit, j'ai un cours avec mon prof, si tu veux, tu viens voir comment ça se passe. C'est là qu'il me présente Guy Nicolosi, qui est là. Et c'était le début, quoi. Donc ça fait exactement, ça va faire 3 ans dans un mois, quoi. Et c'est Guy qui m'a initié et qui m'a fait aimer la guitare et qui m'a donné il m'a transmis sa passion, quoi. Là aussi avec une épreuve, parce que vous êtes musicien et puis un jour il y a le syndrome de Guillain-Barré qui réduit vos possibilités de motricité. Ça ne veut pas dire que c'est irréversible, c'est réversible. Enfin, vous êtes dans cette situation-là, mais vous d'abord vous le rencontrez. Quel regard portez-vous sur lui? Il arrive avec Jacques et puis moi j'avais un élève juste avant. Et je vois qu'il débarque en chaise roulante. Moi, je l'étais déjà depuis même pas 2 ans. Je venais de commencer à travailler, je ne jouais pas, mais j'enseignais en expliquant. Puis je me suis dit, c'est pas le problème qu'il devienne guitariste, parce qu'il va le devenir, mais comment on va lui faire tenir la guitare? Il n'a pas de jambes. Vous avez vu, vous verrez tout à l'heure comment ça se tient une guitare. C'était mon premier truc à dire, mais bon, maintenant, il faut que je trouve un système pour qu'il puisse jouer la guitare. Mais il était tellement déterminé. Très timide, mais avec des yeux qui brûlaient. J'ai dit, bon, c'est bon. Et lui, il vous apprend la guitare, mais en parlant. Oui, disons, Guy, il a 1 centimètre de la guitare, puis il regarde la position des doigts de l'autre, donc c'est déjà assez intimidant. Mais disons que la précision du langage qu'il utilise, ça vous permet aussi, je pense que c'est assez intéressant d'apprendre la guitare avec quelqu'un qui ne joue pas devant vous, c'est que vous devez découvrir beaucoup par vous-même. Les gestes, jusqu'à obtenir le son satisfaisant en tout cas. Et donc ça a été une expérience, tant, je ne sais pas pour toi Guy, mais pour moi en tout cas, ça a été vraiment une expérience extraordinaire. En plus de ça, la confrontation, d'avoir un prof en fauteuil en face de moi et lui d'avoir un élève en face de moi, c'est l'effet miroir, il joue en plein. Moi j'aimerais que vous écoutiez juste une séquence de flamenco, parce que j'ai le sentiment, on a commencé l'émission en parlant de la souffrance, et que le flamenco c'est quand même une musique, c'est pas une musique
planante. Hein. C'est une musique forte, c'est une musique que vous avez immédiatement identifiée, mais de quelle manière? Bon, moi, ce que j'avais beaucoup aimé dans le flamenco, en plus de la guitare classique, c'est toute la déchirure du flamenco. C'est le côté à fleur de peau, le côté probablement un petit peu écorché vif que j'ai aussi. Donc c'est ça qui m'a aussi parlé. Séquence. Voilà, dans le livre de Jacques Briot, chacun apporte sa contribution. Hein. Vous l'avez apporté tout à l'heure, vous l'apportez à votre manière. Et à un moment, vous dites, il y a une coquille là, on va la corriger tout de suite. Ouais. Mais vous dites de Gérald, je suis riche de toi. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ce que je veux dire, c'est que Gérald, j'ai apporté mon métier de prof de guitare, mais lui m'a apporté son métier d'homme extraordinaire qui peut voyager sur la planète avec une chaise roulante. Et puis, il y a eu entre nous, je pense, quelque chose qui s'est passé au-delà du fait qu'on soit en chaise. Encore maintenant, on plaisante des fois très crûment sur ce qu'on fait, mais que moi, quand je suis avec lui, je me sens plus en chaise. Quoi. Et puis, justement, je suis riche de toi parce que il m'a apporté une énergie monstrueuse et puis ça m'a aidé à dire ok, c'est bon, ce qu'il peut le faire, je vais essayer de le faire moi aussi. J'ai 30 ans de retard, mais je vais le faire. Alors vous avez une autre formule qui résume ça. Hein. Vous dites, je sais depuis toi qu'on peut changer de cap, quel que soit l'état de la coque ou la déchirure de la voile. C'est beau ça. C'est magnifique. Oui. Moi je trouve que c'est absolument magnifique. Je sais pas comment dire. Mais alors, quand même, hein, vous faites aussi des commentaires. Vous dites, il faudra, parce qu'il n'y a pas que, hein, il dit, il faudra que tu apprennes à t'arrêter, à te recueillir, à écouter et entendre la musique du vent et le bruit des étoiles. Parce que vous avez le sentiment que quelquefois, hein, c'est... Gérald, c'est un matcheur. Il le dit lui-même, et puis j'avais peur qu'il soit un sportif de la guitare. Ouais. Quand il a commencé, les leçons, c'était toujours impeccable, mais il y avait toujours trop, et c'était pas dans la lignée, disons, de ce que tu expliquais avant, la nostalgie, la mélancolie, tout ça, que dégage. Et je me disais, il faut absolument que ce ne soit pas un hockeyeur de la guitare, mais que ce soit un vrai guitariste. Et il est en train de le devenir. Ouais. Vous êtes, on verra tout à l'heure, hein, professeur de guitare, vous jouez avec lui. Oui. Vous avez le même réflexe. Hein. Bon, quand j'entends Guy, j'ai l'impression que c'est lui la tête et moi les jambes, quoi, en fait, dans cette affaire-là. Mais quand on a affaire à un fonceur comme ça. Ah, alors ça, c'est une affaire, effectivement. Parce vous vous rappelez du premier cours, le premier contact? Je me souviens du premier contact, c'était après un concert que j'avais donné. Il était venu, et puis il avait dit qu'il prenait des cours avec Guy, que je connais très bien. Et il m'avait dit, j'aimerais bien voir une fois, finalement comment ça marche. Alors j'ai dit, bon, on va essayer une fois par mois, on va faire ça. Et à chaque premier cours que j'ai avec un élève, sur un petit peu le trac avant, on se dit mais ça va se passer comment, quoi. C'est d'alchimie, surtout que là c'est un élève qui arrive, qui a un vécu, je crois qu'il est à peu près aussi grand que tous mes élèves réunis, j'imagine.
Et puis, j'ai toujours une petite image quand je commence ces cours. Je me dis, voilà, je suis dans une forêt, il y a énormément d'arbres, c'est broussailleux et tout. Moi, j'ai une technique pour tailler des chemins dans cette forêt. Et l'élève a certainement son regard, on va trouver d'autres chemins ensemble et tout. Mais si ça coince, moi, j'ai toujours moyen de faire les choses. Alors, évidemment, les élèves arrivent, il y en a qui arrivent avec à main nue, il y en a qui arrivent avec des ciseaux, il y en a qui arrivent, voilà, c'est un peu les moyens qu'ils ont. J'en ai connu un ou deux avec des tronçonneuses quand même, qui arrivent assez présents. Je me souviens du premier cours avec Gérald, je suis arrivé tout bien habillé, tout gentil chez lui. Je suis rentré là, j'ai vu cette espèce de forêt que je m'imagine, et puis il y avait quelqu'un planté au milieu avec un Trax carrément. Et la vitesse à fond, je dis mais qu'est-ce que c'est que cette affaire-là, comment on va faire? J'ai dit écoute Gérald, il faut déjà apprendre, on va arrêter le moteur, et on va regarder, et on va écouter effectivement, comme tu dis, on va écouter la forêt, écouter ce qui se passe et tout. Et à partir de là, évidemment, on sait qu'il y a derrière un Trax, on sait qu'on peut toujours avancer, il n'y aura aucun problème. Et là, quand on parle de mélancolie, effectivement, c'est un mélancolique caché, mais dès qu'on essaye de retrouver le son, qui est quand même la base, évidemment, de ce qu'on fait, on se rend compte qu'il y a toute une envie de sonorité chaude, de la sonorité brésilienne de la guitare, quelque chose qui soit vraiment toujours le plus beau possible. Alors, on vous retrouve d'abord dans une petite séquence, concert de Noël. Vous allez voir, il s'intègre dans une formation, puis ensuite, ça sera à vous. Hein. C'était en décembre 1997, alors que j'assistais bouche bée à un concert de flamenco. J'ai eu soudain la certitude qu'il fallait que j'étudie la guitare classique. Et j'ai tout de suite commencé à prendre des cours chez Guy Kummer Nicolucci d'abord et chez Pascal Reichler. Voilà ce que Gérald nous dit. Ce soir, Gérald est donc musicien. Il rejoint l'ensemble de guitare Palissandre et l'orchestre des collèges de Sion. Ce soir, ce concert est donné en faveur des Restos du Cœur du Valais. À 19h, les dernières répétitions avant le concert. Le programme, Vivaldi, Schubert, Telemann. Qu'est-ce que la musique vous a apporté au fond de vous? Plus de sérénité, plus de force, plus de... Je pense que la musique, c'est un excellent exercice pour moi, justement, comme disaient Pascal et Guy. Je pense, moi j'ai été un compétiteur toute ma vie, et puis je pense qu'elle m'apporte j'aimerais qu'elle m'apporte un peu plus de paix, déjà à l'intérieur, et puis de ne pas être tout le temps en train d'haleter derrière quelque chose, mais plutôt d'essayer de grandir dans un processus de connaissance de la musique, d'amour de la musique, plutôt que d'aller faire un 100 mètres de guitare, quoi. Allez, démonstration, qu'est-ce que vous allez nous jouer alors? Un 10 mètres de guitare. Alors on va jouer un petit air bolivien qui s'appelle, c'est un air sud-américain qui s'appelle Por un beso, pour un baiser, tant qu'on est dans l'amour et la mélancolie. Hein. Dans la revendication. Si on prend la guitare, voilà, installez-vous. Voilà.
d'être là. Ça va mieux là, hein? Magnifique, bravo. Bon, on a dit qu'on n'allait pas céder à la mélancolie, hein, d'ailleurs, et on a un document. Ça, vous ne savez pas. On a un document, je suis sûr que vous ne savez pas non plus. Ben, je vous demanderai juste, bon, on n'a pas les images, on n'a que le son, mais j'aimerais que vous écoutiez cela. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. Up to the moment we said our first hello, little did we know love was just a glance away, a warm embracing dance away, and strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. Alors, monsieur Morandi, prenez le micro, parce que vous avez regardé l'émission d'hier, vous nous avez téléphoné, vous avez dit j'ai un document. Alors, les explications là maintenant. Alors, en effet, c'est donc notre ami Gérald, sur la scène du Victoria Hall, accompagné du corps de musique de l'Anvers en 1992. Il était venu présenter notre programme. Donc, il travaillait à la radio, donc à l'époque, il était... Notre chef de musique à l'époque, Pierre-Alain Bidot, l'avait rencontré, il lui avait demandé de venir présenter les morceaux. Et il nous avait dit, en plus de ça, on va le faire chanter. Alors, je me souviens qu'en partant de chez lui, quelqu'un lui avait demandé ce qu'il faisait ce soir. Il dit, ce soir, je suis occupé, je chante au Victoria Hall. Vous vous souvenez bien sûr de ça. Merci, monsieur. Non, c'était une grande expérience. J'aimerais juste rajouter une chose, c'est que chanter au Victoria Hall devant quelques centaines de personnes quand même, avec un orchestre de 80 musiciens derrière, c'est pas tout à fait le karaoké du coin, donc c'est vraiment, il faut assumer déjà. Et il y avait eu une répétition juste avant le concert, donc tu te mets là, on fait 3 mesures d'introduction, et puis vas-y mon gars, quoi. Non, c'était vraiment... Vous vous souvenez alors? Oui, je me souviens plein. Je me souviens très bien. C'était vraiment une superbe expérience. Mais je me disais, je connaissais ce visage. Vous étiez en train de vous interroger, là. Et non, c'était vraiment très chouette. Et ça, c'est une expérience qu'on a renouvelée avec Pascal, qui a aussi un quintet de cuivre, où on a fait toute une série de chansons. Vous avez un petit bout de chanson à nous offrir, là? On avait fait, par exemple, une chanson que j'aimais bien, c'était Wonderful World que j'ai. Tu peux chanter? Bah oui, juste. Normalement, c'est Guy qui la chante, c'est moi qui la joue. Non, c'est de Louis Armstrong. Ouais. Vous voulez que je vous en chante un tout petit peu. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. And I think to myself, what a wonderful world. Merci beaucoup. Dis donc, il en a des talents, hein, c'est incroyable. Alors vous avez formé un quintet, qu'est-ce que vous faites? Bon, on a un quintet qui s'appelle le Quintet du Rhône, qui existe depuis une quinzaine d'années. Et chaque année, on a la chance de faire un concert qui est le sommet de la saison pour nous, qui est à la Fondation Dianada. Et à chaque année, à l'occasion de ce concert, on essaye d'amener une touche originale dans le monde de la musique des cuivres. Et alors là, une année, on a fait quelques chansons avec Gérald. Et je veux dire que ça avait été une surprise pour le public, tout le public connaissait Gérald. Et c'est pas qu'il chantait, parce que nous, on le connaît, on a la chance de le côtoyer dans les soirées. Et je peux vous dire que son répertoire est très vaste. C'est un vrai jukebox. C'est vrai? C'est un vrai jukebox maintenant. Guitare et voix en plus. Et c'est tout par cœur, c'est incroyable. Un autre extrait peut-être, juste pour nous donner envie, mais dans un autre répertoire. Mais prends la guitare. Moi, je vais peut-être prendre la guitare. Non, prenez la guitare, allez. On va en faire une. On refait le même travail. En espagnol, ou bien? Bien sûr. Alors ça, c'est une chanson que j'ai apprise. C'est le frère de Guy qui me l'a apprise.
On sent que tes soirées sont pas bonnes du côté du Valais, là, ça va. Hein. Non, la mélancolie n'est pas tout. Non. ¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo, ni por dónde voy. Solo quiero que me des tu amor, que me da la vida, que me da calor. Lo que yo quiero son tus lindos ojos morenos, tan llenos de amor. El sol brilla en el infinito, en el mundo tan pequeñito. ¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo, ni por dónde voy. Solo quiero que me des tu amor, que me da la vida, que me da calor. Solo quiero que me des tu amor, que me da la vida, que me da calor. ¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo, ni por dónde voy. Solo quiero que me des tu amor, que me da la vida, que me da calor. Bon, bah, puisqu'on y est, vous n'auriez pas quelque chose à lui offrir? À lui offrir, Oui, peut-être. Une petite surprise aussi, quand même. On m'avait dit qu'il fallait que je dise quelque chose sur lui, donc ça c'était carrément impossible. Mais comme vous le disiez avant, les mots des fois sont un peu courts et la musique un peu plus radicale pour exprimer des choses. Alors j'avais un morceau dont j'avais joué le départ une fois chez lui et il avait trouvé ça bien. Et j'ai pris congé ce week-end pour aller le finir. Pour le lui offrir. Pour le lui offrir. Merci. C'est une bouleria qui s'appelle Fil d'or et de roues mêlées. J'ai l'impression, quand vous lui disiez dans votre lettre qu'au fond, il devrait apprendre à s'arrêter, à se recueillir, à écouter le silence et le vent, peut-être le bruit des étoiles. Je trouve qu'il a déjà progressé, non? Énormément, énormément. Ouais. Il fait des pièces maintenant, quelques pièces baroques qui sont techniquement difficiles, et puis où il est obligé de se concentrer sur tout, la mémoire, les doigts et tout. Donc le fonceur reste dedans, mais le musicien est largement né. On peut dire qu'il est musicien. Ouais. Et regardez, écoutez-le, le goût du partage. L'amour, je pense que c'est
C'est la seule raison qui fait qu'on est sur cette terre, quoi. Si on n'a pas le temps d'aimer les gens, si on n'a pas l'énergie pour aimer les gens, on n'a pas grand-chose à faire parmi la communauté des êtres humains. C'est la seule chose qui nous relie les uns avec les autres, faisant fi des couleurs, des cultures, des langues. Moi, je trouve que c'est un propos qui lui correspond bien, là, non? Ah oui, c'est Gérald dans le plus profond de lui-même, là. Ouais. C'est vraiment ça. L'envie de partager avec d'autres, l'envie de vivre des choses avec d'autres. Bon, je pense que souvent on n'existe que par... les autres nous servent de miroir. Comme dit souvent, c'est Albert Jacquard qui disait « Je peux te dire tu parce que... Je peux dire je parce que tu es tu ». C'est-à-dire que sans la présence d'autres êtres humains, on ne sait rien de nous. Souvent, c'est les autres qui nous révèlent tous quasiment la totalité de ou la majorité de ce qu'on sait sur nous-mêmes. Et moi, je crois que mon père était déjà comme ça. Il adorait avoir des gens autour de lui. Moi, j'ai un côté très solitude et un côté très social. Et le mélange des deux fait qu'on ait une vie emballante, quoi. Oui, il doit vous manquer quand il n'est pas là en voyage, parce qu'il est souvent en voyage, non? Oui. Dans le groupe, par exemple, s'il n'est pas là, c'est pas la même chose. Dans le groupe de guitare, s'il n'est pas là, c'est la même chose. Et quand il vient, c'est un événement. Enfin, il est là. Il est là. Autre réaction de sa part. Je pense que je suis comme beaucoup de gens. J'ai probablement peur du vide. J'ai peur de mourir, ça c'est sûr, parce que j'aime tellement ma vie que le fait de penser que ça s'arrête aujourd'hui, ça me priverait de quelque chose que j'aime beaucoup. Donc probablement que je suis pas encore prêt alors qu'on devrait l'être, parce qu'on sait pas. Chaque jour c'est un cadeau et puis c'est peut-être le dernier. Donc c'est pour ça que souvent je dis que j'essaye de vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Vous avez l'impression qu'autour de vous, vous voyez des gens qui gaspillent leur jour? Bon, le problème, c'est qu'on hypothèque souvent aujourd'hui pour demain, style, on va se reposer aujourd'hui parce que peut-être que demain, on va avoir un truc important à vivre. Et ça, c'est souvent avec Pascal ou Guy, on se dit souvent ça lorsqu'on est en sortie. On se dit, il va peut-être falloir qu'on rentre. Et puis, il y a toujours un qui dit, oh, mais bon, si à 5h du matin, on fait une crise cardiaque, ça sert à rien de rentrer maintenant, quoi. Donc, autant qu'on reste dehors. Que voilà une excellente raison. Dernier élément, le partage. Je crois que beaucoup de gens ont beaucoup donné de leur temps, de leur disponibilité, de leur amour. Ils me l'ont donné pour faire probablement de moi un petit peu de ce que je suis aujourd'hui. Et donc je suis bien placé pour le ressentir, le partage. Et comme je sais ce que c'est d'être le destinataire de la générosité dont les gens ont fait preuve autour de moi, j'espère l'avoir assez bien compris pour pouvoir le renvoyer l'ascenseur un petit peu maintenant. Vous voulez ajouter quelque chose? Quand je dis c'est souvent c'est difficile pour moi, parce que non, j'anticipais votre question, qui me dire est-ce que vous trouvez que vous partagez assez? Puis je me disais, c'est souvent aux autres à juger s'ils reçoivent assez de moi. Moi, j'ai l'impression que des fois que je donne pas assez. Puis j'espère juste que les gens qui m'entourent me le disent, du genre, ouais, donne-nous plus. En tout cas, merci à vous, on peut l'applaudir. Et je serais heureux que vous offriez un dernier air musical pour le générique. Et merci à vous d'être venus à tous. Et rendez-vous, bien sûr, demain.